Alors nous allons commencer tout de suite notre première séquence, c'est la communication créatrice de valeur économique et sociale. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Paris 2024, et puis Axel Dechaise, qui est le président de Make.org, la plateforme citoyenne. Alors messieurs, on va parler de la communication qui investit dans les causes, et on va commencer par vous. Tony Estanguet, première question, vous organisez les Jeux, alors c'est extrêmement compliqué, mais est-ce qu'on pourrait imaginer l'organisation d'un événement aussi important sans l'aide de la communication et des marques ? Ouais, je pense que c'est compliqué. En fait, nous, c'est vrai que notre modèle, il repose beaucoup sur l'engagement, notre capacité à engager le grand public, notre capacité à engager des partenaires. Parce que le modèle économique des Jeux, souvent les gens ne le savent pas, mais il repose à 97,5% sur de l'argent privé. Le budget du comité d'organisation, il est financé à 97,5% par de l'argent privé. Un tiers qui vient du CIO, un tiers qui vient de la billetterie, un tiers qui vient des partenaires. Et du coup, si le CIO a déjà garanti son premier tiers, les deux autres tiers de notre modèle économique reposent sur cette capacité d'engagement et donc sur notre marque. Et donc forcément, nous aujourd'hui, notre stratégie, elle repose sur notre capacité à construire une marque forte, durable, c'est-à-dire à la fois qui s'appuie sur ce qui a fait la magie des Jeux. On a déjà une marque mère, la marque des Jeux, qui tous les 4 ans nous permet d'engager fortement les fans, 96% de taux de notoriété avec des valeurs très positives. Mais nous, on veut apporter notre French Touch, on veut apporter ce qui va faire la magie des Jeux de Paris 2024. Et donc forcément, on a des fondations autour d'une marque inspirante, d'une marque engagée. Pour la première fois, ces Jeux seront paritaires. Pour la première fois, ils seront en accord avec les accords de Paris. Et donc, on va diviser le bilan carbone. On prend comme ça des engagements très forts. Et une marque participative. Pour la première fois, on va essayer d'ouvrir les Jeux au plus grand nombre avec des épreuves ouvertes au grand public, avec ce programme Terre de Jeux qui fait qu'aujourd'hui, il y a déjà 25 millions de personnes qui vivent dans une commune en lien avec Paris 2024. Et donc, trouver des solutions pour que cette marque, elle permette, une fois que les fondations sont posées, et là, on est à cette point de bascule, au moment où Tokyo va se passer cet été, derrière, on va rentrer dans l'Olympiade de Paris 2024 et on va communiquer largement toutes les fondations qu'on a pu construire depuis 2 ans. Alors, vous l'avez dit, Paris 2024 est une marque, les Jeux Olympiques sont une marque. Comment est-ce que vous associez des marques, des entreprises ? Il y a eu des débats sur faut-il associer Total ou pas Total. Quelles sont les valeurs ? Est-ce que les partenaires que vous choisissez doivent avoir des valeurs communes avec les vôtres ? Oui, bien évidemment, je crois que là, c'est quand même le plus grand événement que la France ait jamais organisé. On a envie aussi qu'il soit quelque part le reflet d'une France qui rayonne, qui fait rêver, qui, quelque part, le meilleur de la France doit être dans Paris 2024. On va être regardé par 4 milliards de personnes. Donc on a envie que les grandes entreprises françaises soient vraiment les fleurons de cette organisation. Je donne quelques exemples. Quand on veut garantir à la planète entière de pouvoir regarder en direct les images, il nous faut un partenaire solide en télécommunication. Ouais. Et Orange, aujourd'hui, est notre partenaire sur ce sujet. Quand on veut, sur le plan carbone, diviser par 2 les émissions carbone et avoir 100% d'électricité dite renouvelable, eh bien, c'est EDF qui est notre partenaire. Et donc, chacun des partenaires aujourd'hui s'engage à rendre l'organisation exemplaire, mais peut aussi nous aider quelque part à franchir un cap, parce qu'au-delà de cette expertise, c'est aussi l'envie de s'engager sur des préoccupations communes en matière de santé publique, en matière d'inclusion, en matière de solidarité. Finalement, on se rend compte que le sport est à la croisée de ces différents défis que la société est en train de traverser aujourd'hui. Et ces marques s'engagent avec vous pour les 15 jours des Olympiades ou sur un terme beaucoup plus long ? Alors non, c'est un engagement qui est sur plusieurs années. Certaines marques sont là depuis le début de l'aventure, c'est-à-dire que dès début 2018, on a commencé à signer quelques partenaires. Aujourd'hui, on a déjà sécurisé plus de 500 millions d'euros de revenus de nos partenaires. C'est inédit, jamais un événement sportif. Ça fait quelle partie du C'est à peu près 50% de notre budget qui est déjà sécurisé. Donc on est dans les temps de passage indépendamment de la crise économique. Et on continue d'avancer parce que les marques aujourd'hui, elles trouvent qu'au-delà de la capacité de faire valoir leur expertise dans leur domaine d'activité, ça leur permet aussi d'aller toucher des consommateurs, d'aller développer des parts de marché de manière significative, parce qu'aujourd'hui, ce sont les leaders qui s'associent aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Forcément, c'est le plus grand événement qu'on ait jamais organisé. On a des taux, même en France, le dernier sondage qui a été réalisé en décembre dernier, on se rend compte que 90% des moins de 35 ans aujourd'hui sont derrière Paris 2024, ont envie
considère que c'est un horizon positif qui nous fait rêver. Ah on le voit, il y a des sites incroyables et c'est vraiment les jeux de toute la France. Donc c'est vrai que pour les marques, c'est aussi une bonne opportunité de s'associer à des valeurs très positives. Alors, Axel Dochet, je l'ai dit, vous présidez et vous avez fondé Make.org, qui est une plateforme citoyenne. Vous allez pouvoir nous en dire davantage. Tony Estanguet parlait d'impact. C'est vrai que là, on s'engage sur des valeurs, sur des impacts. Quelles sont vos relations avec les marques ? En fait, nous, notre métier, c'est d'organiser des coalitions extrêmement massives qui mélangent, là on fait travailler plus de 800 organisations qui contiennent des associations, plus de 40 grandes entreprises, et avec 5 millions de citoyens pour concevoir des actions sociales, mais pas des actions sociales décisives, celles qui vont avoir un impact vraiment à l'échelle nationale sur la société, que ce soit contre les violences faites aux femmes ou les violences faites aux enfants, pour l'environnement, pour le handicap. Pour tous ces sujets-là, on réussit à réunir des énergies mais absolument colossales et qui permettent d'avoir des impacts qui sont plus élevés que généralement les pouvoirs publics. En fait, la force de la société civile est absolument colossale. Et en fait, les entreprises et les marques qui nous rejoignent, en fait, elles ont fait 3, pour moi, de ce que je regarde depuis 5 ans, 3 basculements qui me paraissent maintenant inévitables. Le premier basculement, c'est que les marques, avant, elles parlaient de valeurs, et elles ont basculé il y a quelques années, pour certaines, dans le comportement vertueux. Et là, maintenant, elles basculent dans une logique de responsabilité contributive. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles vont vraiment externaliser, qui ne va pas simplement être le fait qu'elles se comportent bien, mais qu'elles vont effectivement un impact positif de transformation. La deuxième évolution que je vois très fortement, c'est un principe d'humilité. Avant, on avait des marques qui disaient « je vais tout régler ». Et maintenant, elles sont plus à dire « je vais mettre ma marque, mon entreprise au service d'une cause qui me dépasse ». Et ça, cette posture un peu humble, un peu différente par rapport à de la communication, il faut trouver le juste, permet d'être le troisième vertu qui est d'être inclusif. C'est-à-dire que quand une entreprise ou une marque avance maintenant, elle avance avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec des citoyens, et que c'est ça qui crée un impact qui change de dimension. Mais est-ce que vous vérifiez avec elles, au fil de l'eau, j'allais dire, la réalité de leur engagement ? Est-ce que vous allez voir effectivement les valeurs que vous portez dans Make.org ? Est-ce que vous voyez comment elles sont répercutées au sein des entreprises qui sont vos partenaires ? Systématiquement. Encore une fois, sur chaque cause, et je prends les violences faites aux femmes, on a 5 entreprises et on a une 50aine d'associations. Donc la coalition, il faut la faire avec tout le monde. Et les associations ont une exigence que je dois servir par ailleurs. Donc il nous est arrivé de refuser des entreprises parce que leur modèle était trop directement connecté à ce qu'on essayait de régler. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais de plus en plus, ça c'est la première vertu, c'est fondamentalement la compatibilité. Le deuxième vertu, c'est finalement l'authenticité de la démarche. Et c'est là où nous, on rentre à l'intérieur, on va auditer avec quelles associations l'entreprise travaille, quel a eu son comportement, de façon à pouvoir se dire, oui, c'est possible, on va trouver une part commune tous ensemble. Alors, il y a des thèmes qu'on connaît sur votre plateforme, c'est les thèmes sociétaux, c'est l'environnement aussi. Ouais. Est-ce que de plus en plus de marques s'engagent pour l'environnement? Oui, en fait, quand je regarde les 9 causes qu'on gère, qui couvrent à peu près tous les champs, les deux grands engagements sur lesquels on retrouve le maximum d'entreprises, c'est l'environnement et les jeunes, en ce moment, qui sont vraiment des sujets très forts. Donc l'environnement est clé, et là, la communication a un rôle très particulier, mais vraiment très particulier, que seule elle peut résoudre. Qui est qu'ensuite, on est un peu perdu finalement, sur la cause environnementale, entre le petit geste du quotidien et la grande cause qui nous paraît est sauver la planète. Voilà. Et le chemin intermédiaire, c'est à la communication de le trouver. Il faut réenchanter ce chemin intermédiaire où on a l'impression de faire des choses qui sont à notre portée, mais qui ne sont pas un gadget, qui sont un vrai engagement de chacun. Et c'est ce chemin-là des 5 années qui viennent. Ça va être pour 5 ans. Tony Estanguet, donc il y a la marque JO, il y a la marque France aussi. Est-ce que c'est important de pouvoir projeter cette marque, vous avez dit, devant 4 milliards de téléspectateurs qui vont être partout dans le monde ? Oui, je crois que c'est fondamental. Encore une fois, la France a rendez-vous un peu avec son histoire à travers cet événement. On va vraiment travailler tous ensemble, les acteurs publics, les acteurs privés, les grands partenaires, les spectateurs. C'est un programme de billetterie de plus de 13,5 millions de billets. Donc forcément, on a envie, encore une fois, de donner, de révéler le meilleur visage de la France. Et ce pays a tout pour réussir. Moi, je le vois au quotidien quand je me déplace.
On a tout pour réussir. On a des infrastructures, on a une expertise, on a des acteurs engagés. Des fois, on manque un peu de confiance en nous. Des fois, on a un peu tendance à se critiquer nous-mêmes, alors que ce pays a tout pour réussir. Donc, restons confiants en notre destin, parce que ces jeux, quelque part, peuvent être aussi une source d'optimisme, parce que si on apporte un nouveau modèle d'organisation plus sobre, plus solidaire, plus participatif, tout en étant très inspirant, parce qu'on va avoir des épreuves qu'on n'aura jamais vues, au pied de la Tour Eiffel, dans les jardins du château de Versailles, aux Invalides, au Grand Palais, enfin, ça va être magique, tout en étant exemplaire. Et c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que chacun doit être exemplaire avec son propre modèle et faire progresser son modèle. Et ensuite, moi, ce que je trouve qui est vraiment impressionnant à Paris 2024, c'est qu'il y a une force collective qui permet de passer des seuils très significatifs quand tout le monde se rallie à la même cause. Et j'espère que Paris 2024 va suivre ce chemin, parce qu'il y a tout pour réussir. On est, encore une fois, à 3 ans de cet événement, mais moi, je vous donne rendez-vous vraiment dès là, le 5 septembre prochain, au moment de la cérémonie de clôture de Tokyo, parce qu'on va rentrer dans l'Olympiade de Paris, et vous allez voir, ça va être magnifique. Tony Estanguet, des JO Paris 2024 réussis, c'est des JO où la France a beaucoup de médailles, ou c'est des JO qui ont le soutien populaire? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine, forcément. Je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. Je suis extrêmement étonné. J'ai été ancien athlète, donc je suis derrière les équipes de France. D'ailleurs, pour la première fois, il n'y aura qu'une équipe de France, olympique et paralympique. Ça aussi, c'est un beau message d'inclusion, de dire ce sont des grands champions qui s'entraînent tous les jours. On a envie d'une société plus inclusive. Commençons par nos champions, mettons-les dans la même équipe de France, avec les mêmes ambitions. Et vraiment, cette équipe de France paralympique, vous allez voir, elle va vous révéler aussi de belles surprises. Eh bien, on verra ça. Axel Dochet, dernière question. Vous parliez effectivement d'entraînement. C'est un écosystème. On a souvent dit que pour changer des causes sociétales en France, il fallait effectivement l'engagement des bénévoles et puis aussi l'engagement de la puissance publique. Là, on y met des acteurs privés. C'est nouveau, selon vous? C'est pas nouveau. C'est la première fois qu'on réalise même, en revanche, que la force civile est à bien des égards bien supérieure à la force publique. Quand on met sur une cause, par exemple, contre les violences faites aux enfants, quand on réussit à réunir une 60aine d'organisations, plusieurs entreprises et de l'ordre de 500 000 citoyens, et que tous ensemble on se coordonne pour agir, l'impact sera beaucoup plus fort que n'importe quelle opération publique à part entière. Parfait. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous remercie. Je retiens les deux mots-clés, c'était impact et puis engagement. Et puis, la France va gagner énormément de médailles en 2024. Et puis, on va en gagner aussi cet été. Il ne faut pas oublier les JO de Tokyo. Merci beaucoup, messieurs. Et nous allons, pas en direct, mais voir avec Samantha Davis, qui est, elle aussi, on l'a vu sur le Vendée Globe, skipper. Et puis, elle aussi se battait pour une initiative. C'était Initiative Cœur depuis l'Orient. Elle revient sur le rôle de la communication et des marques dans sa participation au Vendée Globe. Merci, messieurs. Merci. Bonjour à tous, c'est Sam Davies ici, skipper du bateau Initiative Cœur. Je suis là sur mon bateau. On a déjà levé le mât. On est à Lorient, la base technique du bateau. Bientôt, on va rentrer en chantier suite à ce Vendée Globe, ce tour du monde. Je rentre dans le bateau parce qu'il y a un peu de vent dehors. On m'a posé la question de est-ce que c'est possible de faire le Vendée Globe sans partenaire. Pour moi, c'est pas possible de faire ce que je viens de faire avec Initiative Cœur sans les partenaires, parce que déjà de préparer un projet performant pour une course comme le Vendée Globe, ça a un coût, donc il faut payer le bateau, l'équipe technique, les voiles, et aussi c'est vraiment plus que temps plein pour préparer ça, pour s'entraîner, pour être performante et en sécurité sur un tour du monde. Donc j'ai de la chance d'avoir un super bateau. J'ai 3 partenaires, donc K-Line, Vinci Energy et Initiative, qui sont les partenaires financiers du projet, mais bien plus que ça, parce que le projet Initiative Cœur, c'est un projet solidaire aussi. J'ai 2 objectifs chaque fois. J'ai un objectif performance. Chaque fois j'ai fait une course comme le Vendée Globe, l'objectif de faire la meilleure performance que possible, mais un deuxième objectif qui est aussi important pour moi et pour toute l'équipe d'Initiative Cœur, c'est l'objectif solidaire.
Et là, dans ce cas du projet Initiative K, je soutiens l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc j'ai essayé de lever un maximum d'argent pour cette association qui aide les enfants qui ont les malformations cardiaques. Et on a créé un clic un cœur avec mes partenaires. Donc c'est aussi les partenaires mécènes, c'est les sponsors mécènes. Et c'est grâce à eux qu'on peut lever autant d'argent. Parce que c'est les sponsors qui donnent de l'argent en échange pour la suivi du public sur mes réseaux sociaux. Donc sans les partenaires, pour moi, ça aurait été impossible de faire le Vendée Globe. Impossible de sauver les enfants. Puis, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable aussi. J'ai la chance de vivre, mais aussi j'ai la chance de partager ça avec un maximum de public. Je crois qu'il y a beaucoup de monde aussi qui suivent le Vendée Globe, qui adorent ça. Donc, c'est aussi la plaisir à tout le monde qui suit. C'est aussi grâce à l'investissement de mes sponsors. Donc merci énormément à tous mes sponsors du projet Initiative K. C'est vraiment génial et je suis hyper fière de faire partie de ce beau projet. On remercie Samantha Davis, on a adoré la suivre pendant toute sa course autour du monde et on espère véritablement la revoir sur les prochains Vendée Globe. On l'a vu avec nos précédents invités et puis avec le film, la communication. C'est quand même une pièce essentielle dans la vie, j'allais dire, sportive, culturelle, artistique et des ONG. Eh bien, nous allons en parler. Autour de la table, je reçois Luc Barouet, qui est directeur et fondateur de Solidarité Sida et de Solidaise, qui est le grand concert au mois de juin, normalement pour récolter des fonds. Et puis, Cédric Delceau. Alors, vous avez eu plusieurs vies. Vous avez commencé dans la communication, dans une agence. Et puis, vous rêviez toujours d'être photographe, ce que vous êtes. Et vous allez nous dire comment est-ce que vous travaillez. Alors, Luc Barouet, votre métier, c'est de récolter des fonds pour une grande cause. Comment est-ce que vous travaillez avec les marques ? D'abord, on a besoin des autres pour être efficace, puisque, comme vous l'avez dit, notre premier métier, c'est de récolter des fonds pour financer des programmes d'aide aux malades en France et à l'international. Et donc, et surtout à Solidarité Sida, on est un peu des utopistes pragmatiques. Ça veut dire qu'on part de principes qui sont posés, donc on a besoin des autres, et surtout, on doit raconter des histoires, parce que plus que la cause, c'est l'histoire qui doit être belle. Et donc, on essaie de monter des initiatives diverses et variées, de mettre en place des petits théâtres de la solidarité, dans lesquels chacun a un rôle. Et plus on arrive à mettre en scène cette pièce avec le rôle bien attribué aux uns aux autres, plus cette initiative est profitable à tous. Donc on essaie de faire en sorte que, bien évidemment, les marques dont on a besoin à la fois pour le financement, mais à la fois pour nous emmener plus loin dans nos ambitions, les agences avec lesquelles on a besoin de travailler, parce que récolter, ça veut dire déjà apprendre à ne pas dépenser. Et donc on a besoin de la compétence et de l'expertise de gens pour raconter à la fois des plus belles histoires, pour les promouvoir, et des fois pour convaincre quand on fait du lobbying ou de l'influence, notamment auprès des politiques. Alors ça fait 25 ans quand même que Solidarité Sida existe. Est-ce qu'au début, c'était un sujet compliqué pour approcher des marques ? Est-ce que ça a évolué dans le temps ? Oui, les années 90, c'était, je pense, beaucoup plus difficile d'approcher les marques pour parler de sida. Et puis après, même si, bien évidemment, il faut se rappeler que les secteurs de la culture, de la communication des médias ont été très touchés. Donc forcément, il y avait une sorte de cooptation affective par rapport au combat. Donc aujourd'hui, c'est difficile parce que, bien évidemment, c'est comme des problématiques de marque. La lutte contre le sida a perdu du terrain. Donc on est entré dans des phases de banalisation. Ouais. Il y a d'autres combats qui émergent. Ça fait 30 ans que la lutte contre le sida est là. Que les jeunes générations aujourd'hui ont un peu oublié que ce virus traîne, et ça c'était même avant le Covid, donc bien évidemment. Donc il faut à la fois constamment se renouveler, mais je me dis, en tout cas ce qui est clair, c'est que plus que les marques, c'est les gens qui font l'histoire. Et donc par l'utopiste pragmatique que je suis, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour dire oui quelque part. Et donc dans les entreprises, il faut aller chercher le meilleur de chacun. Et donc de plus en plus de responsables marketing, de communicants, de DG, de patrons ont envie de donner du sens à tout ça. Et donc que ce soit pour des valeurs d'entreprise ou que ce soit pour des intérêts, on va dire, plus commerciaux, ça s'impose, il faut qu'il soit utile et responsable. Alors vous avez déjà signé 2 fois l'utopie pragmatique. Est-ce que ce sont, c'est un oxymore, est-ce que ce sont des valeurs qui sont partagées par les entreprises, qui sont, elles, pragmatiques? Est-ce qu'elles sont également utopiques?
Utopique, non. Par contre, il y a beaucoup de gens, alors qu'il y a beaucoup de leurs salariés qui sont humains. Et donc, moi, mon premier métier, c'est de travailler la matière humaine. Ça veut dire essayer de faire germer le meilleur de chacun et de l'assaisonner, de le travailler pour que ça donne quelque chose d'intéressant. Et donc, bien évidemment, quand on travaille avec une marque, on essaie déjà de voir quels sont les win-win possibles de part et d'autre, de voir un peu à qui on a affaire, la psychologie de nos interlocuteurs, jusqu'où ils sont sincères dans leur engagement, jusqu'où ils ont les coups des franges pour œuvrer ou financer et agir. Et puis, de tout ça... souvent accouchent de choses qui sont vraiment profitables aux uns aux autres. Donc, par exemple, avec Canal+, avec la Banque Postale, oui, Canal+ nous a aidé à grandir. Quand on a lancé les tournées avec la Nuit du Zapping, quand on a produit la Nuit de l'Humour, quand on a fait le best-of, l'anthologie de l'humour Canal+, il a fallu qu'ils acceptent de donner un peu les clés. Et puis, des entreprises comme la Banque Postale qui nous accompagnent depuis 20 ans maintenant. Donc non, les marques et les agences qui accompagnent Solidarité SIDA ou les médias sont des gens plutôt très fidèles. Alors Cédric Delceau, je me tourne vers vous, je l'ai dit, vous avez été dans des agences de communication, maintenant vous êtes artiste, photographe, on le voit, le milieu artistique souffre énormément, le milieu artistique doit rencontrer son public, mais doit aussi vivre et être assisté par des marques. Comment est-ce que vous les associez à votre travail ? Oui, souvent on a tendance à dissocier. C'est-à-dire que l'artiste, c'est celui qui aurait besoin de se passer des marques, voire associer son nom à une marque serait anti-artistique et ce serait l'inverse même de l'art. On voit bien que depuis toute l'histoire de l'art a partie liée avec le pouvoir et l'argent et la capacité à produire et du partir de la contrainte notamment. Donc, il n'y a pas, chacun bricole sa soupe personnelle. Moi, ça a été assez sinueux, ça a été un parcours qu'aujourd'hui j'assume complètement, mais qui a été jalonné de tentatives parfois malheureuses. C'est vrai que depuis très longtemps, je fantasmais d'être photographe. Finalement, je le suis devenu après 15 ans d'échecs, de tentatives. Je suis passé par la com, j'ai appris ce que c'était que la com. Vous avez appris à travailler avec les marques, vous avez appris à... C'est ça, mais j'étais un garçon plutôt solitaire qui pensait que j'avais pas grand-chose à faire avec des grandes marques. Et puis, il a fallu, justement, en étant concepteur-rédacteur, j'ai vu comment on travaillait et j'ai vu que les marques, elles étaient capables d'aller chercher des singularités, des talents spécifiques, des regards en ce qui me concerne, et que justement, il y avait possibilité de travailler ensemble. Et que ce cheminement-là, il a fait mon parcours d'aujourd'hui, qui fait que je suis entre les deux. J'ai ma liberté d'artiste pour faire ce que je veux. Grâce aux marques, j'ai pas besoin de succès. C'est mieux que ça marche, c'est mieux que les gens apprécient ou pas, mais c'est pas ça l'enjeu, puisque que je vende ou pas, moi j'ai toujours la com pour subvenir aux besoins du quotidien. Et donc, je peux aller exactement là où j'ai envie d'aller, même si on me dit, oula, Coco, t'es sûr, c'est pas le sens ou telle galerie. J'ai dit, utiliser par exemple Star Wars, on m'a longtemps dit, Star Wars, c'est sympathique, mais enfin, c'est quand même pas très sérieux. Moi, je le prends sérieusement et je vous embête et je continuerai, voilà. D'accord, alors on l'a vu, vous avez des très très belles photos de l'univers Star Wars revisité par votre vision artistique. Les marques se reconnaissent comment dedans ? Comment est-ce que vous les entraînez dans votre propre univers ? Alors, je ne peux pas dire directement que c'est telle ou telle série qui fait que je vais travailler avec une marque. Il y a plus après une habitude, et ça fait 20 ans que je suis photographe de pub. Donc, on a appris à force, et puis d'avoir été aussi concepteur-rédacteur, toute la grammaire visuelle et la capacité à s'adapter à un brief, et puis les compétences techniques. Donc, elles vont voir dans une série perso des capacités, des maîtrises. Ensuite, bien sûr, le monde que je décris, ça me faisait rire, parce que moi, je utiliserais un autre oxymore je suis plutôt un optimiste tragique. Et donc, la notion de tragique, elle se voit assez directement dans mes images. C'est évident que la plupart des marques n'ont pas tellement envie qu'on leur dépeigne un monde tragique. Alors, comment un optimiste tragique comme vous travaille avec les agences ? Plutôt bien, parce que je pense que par habitude, maintenant, j'ai appris à reconnaître
ce qu'elles attendaient de moi, c'est-à-dire à la fois comprendre leurs demandes et en même temps apporter cette petite note supplémentaire, cette petite singularité dont je parlais, qui est un regard, qui est une lumière, et qui fait que voilà, mon travail peut être choisi parmi d'autres et que tout le monde a l'air content et voilà, et ça marche plutôt bien comme ça. Luc Barbet, on va finir par vous. Alors, le monde du spectacle, le monde des arts a souffert tout au long de l'année 2020 et puis maintenant... 2021 aussi, j'allais dire. Quand on rencontre comme ça des difficultés, ne serait-ce que pour organiser Solidays, est-ce que vous êtes soutenu ou est-ce qu'ils disent il se passe rien, on va vous laisser tomber? Pour être très honnête avec vous, l'année dernière, on a été très surpris par la générosité, la responsabilité de toutes les marques partenaires du Festival Solidays, parce que toutes ont laissé de 50 à 100% de leur contribution sans même qu'on ait vraiment besoin de leur demander et d'insister. Cette année, c'est plus dur. Donc oui, c'est plus dur. D'abord parce que certains de nos partenaires connaissent eux-mêmes des difficultés importantes. Et puis, il y a même certaines marques vers qui on n'est même pas revenu parce qu'on s'était dit que c'est mal à propos. Et surtout, c'est pas la tendance de solidarité. Vous voyez, jouer sur la corde sensible, le misérabilisme, l'urgence. Je préfère qu'on attende des jours meilleurs et qu'on revienne plus fort pour les emmener plus loin. Voilà. Et donc, Solidays, on le verra cette année ou... Non, il n'y aura pas de Solidays en 2021, donc ça fait 2 années de suite qu'on perd 70% de nos ressources, mais ça nous oblige à travailler et un utopiste pragmatique pense qu'il y a toujours du bon dans le moins bon, et donc on va rebondir. Parfait. Luc Barbet, Cédric Delceau, merci beaucoup d'être venu témoigner comme ça de votre capacité à travailler avec les marques. Et puis nous allons enchaîner directement avec Marc Lermite. Alors il est associé chez EY. Et puis Marc Lermite et EY a fait une étude sur le poids économique de la communication. Et c'est toujours très important de savoir de ce dont nous parlons. J'envoie la vidéo de Marc Lermite. Bonjour, je suis Marc Lermite, responsable des études économiques chez EY en Europe. Je suis ici pour vous parler d'une étude très intéressante, en tout cas qui avait beaucoup marqué l'équipe EY qui m'avait accompagné en 2016-2017, qui était cette étude sur le monde très large de la communication, sur les dépenses de communication des marques et évidemment ces dépenses ensuite gérées, développées, sublimées, dirais-je, par les agences et par tous les prestataires. Plus de 46 milliards d'euros à l'époque de dépenses, c'est-à-dire un peu plus de 2% du PIB français. En soi, c'était un premier résultat, un premier objectif de cette étude, c'était de montrer le poids économique, la valeur dans l'économie française du monde très large de la communication. Pas simplement la communication commerciale sous toutes ses formes, qui est très souvent d'ailleurs développée dans plusieurs analyses, mais aussi des endroits, des métiers, des compétences de la communication plus internes aux marques, comme la communication interne, la marque employeur, les activités qui sont liées à la connaissance client, et puis de manière émergente en 2016, l'ensemble de ce qui pouvait être fait autour de la data. C'était l'occasion aussi de montrer qu'à l'intérieur des marques, il y avait à l'époque plus de 150 000 emplois, auxquels s'ajoutaient près de 200 000 emplois dans les agences, et puis plus de 400 000 emplois dans des métiers directs, indirects et induits, c'est-à-dire la très grande filière de la communication. Troisième élément qui m'avait marqué à l'époque et que nous avons eu l'occasion d'analyser en détail aussi au travers d'études dans le monde de la culture et des industries créatives, très cousines de ce que vous faites aux états généraux de la communication, mais aussi dans le monde de l'immobilier, dans le monde de l'événementiel ou du sport, c'est l'ensemble des enjeux qui sont les enjeux d'entrepreneurs et de PME. Plus de 60% des entreprises du secteur, encore une fois sous toutes leurs formes d'intervention, sont des PME qui pèsent presque 50% de ces dépenses de communication, je le rappelle, plus de 45 milliards d'euros. C'est aussi des enjeux d'internationalisation, d'innovation, de collaboration un peu différentes qui se faisaient jour à travers cette enquête très large que nous avions menée, très opérationnelle, et je pense qu'il fait encore référence et que je serais ravi de venir présenter, actualiser avec vous dans les années qui viennent, parce que je pense que c'est un peu l'état zéro d'une filière très large, c'est de se connaître, de se peser, mais aussi d'éclairer des parties, des morceaux de cette économie qui sont moins connus et qui participent de son attractivité, non seulement pour les futurs talents, mais aussi de l'attractivité de cette filière au plan international et dans l'économie française.
À très bientôt. Eh bien, merci Marc Lermite. Nous retenons quand même 2 chiffres pour voir le poids quand même de ce secteur de la communication. C'est 46 milliards d'euros, soit 2% du PIB français. Et puis, c'est quand même 400 000 emplois. C'est extrêmement important. Je me retourne vers vous, Didier Beauclerc. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êtes directeur de l'efficacité et de la transparence de l'Union des marques. C'est un beau titre, efficacité et transparence. Alors, on a vu cette étude qui est là. Et l'Union des marques s'engage à continuer comme ça de produire des études pour bien voir ce qui se passe dans le monde de la communication. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'importance, comme ça, de ces études et de ces chiffres ? Je crois que nous, aujourd'hui, et Marc Lermite vient de le décrire, on avait effectivement à cœur d'avoir une vision complète de ce que représentait la communication pour les entreprises. Parce que c'est vrai que les outils avec lesquels on travaille habituellement sont des outils qui vont plutôt mesurer les recettes des vecteurs qui reçoivent cet investissement. Et donc, on a toute une démarche qui consiste à aller voir les entreprises et à leur dire, pour vous, c'est quoi l'effort de communication ? Et donc, c'est toute cette démarche qu'on a faite en 2016-2017 et qui nous a permis quand même de reconstituer un périmètre de la communication beaucoup plus large que celui sur lequel on travaillait jusqu'à présent. C'est vague. Communication, c'est vague. Donc, vous avez bien remis les fondements. Alors, on a remis les fondements. On a surtout réintégré un ensemble de fonctions et d'investissements que les entreprises font en communication et qui sont aujourd'hui un peu en dehors du spectre. Je pense notamment à tout un tas à beaucoup d'investissements qui sont internalisés par les marques aujourd'hui. C'est le cas de la communication interne, bien sûr, de la communication corporate, et puis la data et la connaissance client qui sont des pôles importants aussi d'investissement. Et puis dans les entreprises, toutes ces fonctions qui aujourd'hui traitent de la communication. Et donc on est arrivé à un total de 46 milliards, ce qui représente quand même par rapport au marché de 2017 qui était à 31, une 30% de plus que ce qu'on avait l'habitude de mesurer. Donc c'est un secteur en croissance ou vous avez élargi Alors on a élargi le spectre. C'est plutôt ça, parce que le secteur en lui-même, comment il se porte d'ailleurs ? Alors il s'est pas très bien porté l'année dernière. L'année dernière, personne ne s'est très bien porté. On a eu une baisse de plus de 20% des investissements l'an passé. Alors tout ce pan de la communication que je décrivais, qui est constitué notamment des ressources internes des entreprises consacré à la communication, ce segment-là a été assez stable, mais va continuer de croître, notamment par rapport à la data et à l'usage de la data dans les entreprises qui devient de plus en plus fondamentale pour la communication. Il faut maîtriser cette data et donc investir beaucoup. Alors on l'a vu, la communication, c'est organisé en filières et ça veut dire quelque chose. Et pour qu'une filière existe, effectivement, il faut qu'elle produise des données vous-même. Donc l'Union des marques s'engage à réactualiser toutes les données. Alors comme ça, on travaille justement avec la filière aujourd'hui pour remettre à jour cette vision du marché, cette vision complète du marché qu'on souhaitait avoir. Et puis il y a un autre volet aussi qui nous importe beaucoup, c'est celui de l'impact économique de la communication. Alors on avait à la même époque, avec nos amis de la Fédération mondiale des annonceurs, avec lesquels on travaille de manière très étroite, conduit une étude là aussi qu'on avait mis en œuvre avec la ACC et l'UDECAM en France et qui nous avait permis, alors c'est une étude économétrique qui est basée sur des grandes séries puisque à l'époque on avait travaillé sur 17 ans de données, 35 pays et on avait mesuré cet effet de levier que la communication a sur le produit intérieur brut de la France, en l'occurrence, et puis d'un certain nombre d'autres pays. Et quand cet effet multiplicateur était de 7 pour l'Union européenne, il était de 7,85 en France en 2016, donc c'est les données qu'on a publiées en 2017. Donc 1 euro investi en publicité en France produisait 7,85 € de PIB en France. Dernière question, Didier Beauclerc. Ça, c'est bien, vous l'avez mesuré, maintenant il faut le faire savoir. Et l'effet de levier, c'est important. Vous le faites savoir à qui ? Au grand public ou aux décideurs politiques ? Alors, on le fait savoir à tout le monde, bien entendu. Et c'est aussi, non seulement, alors on l'a fait savoir en 2017, on a beaucoup communiqué sur ce chiffre depuis. Et puis on va, là aussi, avec la filière, on travaille à la remise à jour de cette
cette donnée dans les mois qui viennent. Parfait, merci beaucoup Didier Beauclerc. Et puis nous enchaînons sur une nouvelle table ronde. Merci beaucoup.